Pour finir, on va continuer sur le sujet de la transition écologique avec cette fois un retour d'expérience de l'ADEME présenté par mon co-animateur Jean-Baptiste Le DVA, qui est designer et chef de projet numérique au sein de la direction des entreprises et de la transition et des transitions industrielles. À toi, Jean-Baptiste. Merci. Bonjour à tous, donc, je suis Jean-Baptiste Le DVA, donc, je suis chef de projet et designer à l'ADEME, donc, comme on le disait, et c'est marrant parce que du coup on va avoir assez de résonance avec la présentation suivante, avec ce qui était présenté juste avant. Donc je ne sais pas si la présentation est là. On peut mettre la présentation d'après. Je vais peut-être commencer par mettre un peu en contexte l'ADEME. L'ADEME, c'est 900 personnes, un peu moins de la moitié sont en direction régionale. C'est 60% de femmes, beaucoup d'ingénieurs, d'ailleurs beaucoup d'ingénieurs femmes, et ça a un scope très large sur très nombreux thèmes, secteurs d'activité. On va dire que l'ADEME, c'est 4 axes principaux. C'est une offre déjà d'accompagnement, d'animation des territoires, des acteurs locaux, des différents partenaires pour œuvrer pour la transition écologique. C'est un deuxième axe qui va s'orienter beaucoup plus sur les outils et les données qui ont du coup une certaine d'ailleurs responsabilité légale de collecte de données. On peut penser au DPE, on peut penser à la base, donc dispositif pour la performance énergétique des bâtiments. On peut penser à la base carbone qui permet de savoir quel est notre impact carbone quand on consomme tel ou tel produit. On peut penser au bilan gaz à effet de serre des entreprises, des organisations dont on vient juste d'entendre parler, dans lequel les entreprises ont une obligation légale au-delà d'une certaine taille, tout comme d'ailleurs les organisations publiques. On peut penser encore dans les données aux données de responsabilité élargie aux producteurs pour connaître les taux de recyclabilité ou de déchets dans certaines filières. Donc, par exemple, on a les filières des pneus, des voitures, de l'électroménager, pour savoir quelles sont les quantités de déchets sont produits pour l'ensemble de la filière. Voilà, donc beaucoup de données sur beaucoup de secteurs. Et pour ma part, aujourd'hui, donc, je travaille au sein du programme d'investissement d'avenir. Donc, l'ADEME aussi a un axe intéressant dans le financement. Donc, le financement, le programme d'investissement d'avenir n'en est qu'une partie. Elle est pilotée par le secrétariat général pour l'investissement public. Et du coup, c'est 2,5 milliards depuis 2010. C'est 150 appels à projets. C'est 2000 partenaires, entreprises, dont la moitié sont des TPE, PME. C'est plus de 1000 projets accompagnés avec un financement moyen de 300 000 euros par projet. Et d'ailleurs, en disant ça, j'espère que Mission Transition va nous aider à aussi continuer à accompagner d'autres entreprises et à faire connaître un peu plus tous ces financements. Si on enlève les appels à projets, on va dire plutôt spécialisés dans l'accompagnement des TPE ou des recharges des véhicules électriques, on est plutôt autour d'un budget de 4 millions d'euros d'accompagnement. Alors, la slide d'après, s'il vous plaît. Pour étayer donc le processus de subvention, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait le résumer pour l'entreprise en 7 étapes. Donc c'est comme ça que je l'ai résumé. Et en dessous, on a finalement le processus métier et les équipes dédiées à chacune de ces étapes. La première avait été un petit peu présentée par Mission Transition, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est finalement la recherche de la demande d'aide, celle d'avoir une bonne connaissance des appels à projets. Donc les appels à projets sont suivis et définis là, au niveau du programme d'investissement d'avenir par le secrétariat général à l'investissement. Donc c'est des stratégies d'accélération, c'est effectivement des termes très administratifs. Et ensuite, il y a toute une phase d'instruction qui est finalement l'acceptation ou non de ces projets. Donc c'est différents ministères qui se regroupent selon les thèmes abordés pour accepter ou non tel ou tel projet. Jusqu'à du coup une troisième étape qui est la phase de contractualisation qui vient du coup définir finalement quels sont les montages financiers contractuels et les différentes étapes qui vont être ensuite dans la quatrième phase de suivi du projet.
Et donc, de quelle manière le projet va avoir des financements réguliers année après année. Donc, les projets du programme d'investissement d'avenir sont souvent sur des temps longs. C'est plusieurs années. Et donc, au fur et à mesure, on fait des points d'étape avec les projets et les différentes entreprises, puisque souvent dans les entreprises, c'est plusieurs partenaires, des universitaires même, des grandes entreprises, des petites entreprises qui collaborent sur une innovation particulière. Une fois que ce projet est terminé, on est dans une phase finalement de retour financier, puisque du coup, il y a aussi des montants qui sont ensuite qui retournent à l'État. Je vais aller un peu plus vite sur les 2 dernières étapes. C'est finalement, une fois que tout cela est fait, on va avoir une phase d'évaluation et de valorisation, donc évaluation des politiques publiques pour vérifier si l'impact a eu vraiment... il y a eu vraiment de l'impact à avoir ces financements. Donc il y a eu un travail très intéressant d'ailleurs qui a été fait l'année dernière en exploitant toutes les données de ces 10 dernières années pour la Commission européenne afin de vérifier qu'on était bien sur une tendance intéressante pour continuer à accompagner certaines entreprises. Par exemple, plus de la moitié des entreprises ont déclaré qu'elles n'auraient pas pu innover si elles n'avaient pas eu ces sous au sein de l'ADEME. Plus de 60% des entreprises aussi ont continué à collaborer après leur innovation avec les différents partenaires de leur projet. Donc du coup, c'est très intéressant de pouvoir avoir ce retour d'expérience et d'avoir tous ces outils, ces données. Et le dernier, c'est finalement, en phase de clôture, toutes les données autour du reporting. Alors je dis reporting au sens large, et c'est finalement la possibilité de pouvoir faire des bilans, des rapports, de suivre aussi un peu la tendance et le pilotage de tous ces projets, puisque comme je le disais tout à l'heure, plus de 1000 projets, au bout d'un moment, sur tous les secteurs d'activité confondus, ça fait beaucoup d'informations à suivre. Et alors, où se trouve la donnée dans tout ça? Alors, je veux bien la slide d'après. Je l'ai résumé et je l'ai un peu vulgarisé. Alors, l'architecture est presque un peu plus complexe que ça, mais finalement, la donnée est partout. La donnée, elle est dans toutes les étapes. Et il est difficile aujourd'hui de pouvoir agréger, récupérer ces données. Alors, qu'est-ce que ça dit, ces données? C'est qu'on s'aperçoit que les données, elles sont des fois redondantes. C'est-à-dire, étape par étape, on voit qu'elles sont pas interopérées, elles sont pas liées par des API, elles doivent être recopiées par les agents publics. Donc, j'ai arrêté de compter le nombre de fois. On doit remettre le nom du projet, on doit remettre le nom de l'entreprise, on doit remettre le nom des contacts. Et donc, du coup, la donnée, elle est difficilement liée. Alors, on pourrait imaginer intuitivement qu'on pourrait interopérer ces données. Alors, du coup, je veux bien la slide encore d'après, qui va être finalement aujourd'hui très fortement mis au cœur de la stratégie de la donnée, celle de faire appel à une solution finalement intergicielle, donc des ETL ou des outils d'extraction, de transformation et de chargement de la donnée d'une application à l'autre. Donc on pourrait imaginer que, et c'est ce qui est en train de se faire, on met simplement le numéro de tirette de l'entreprise, on va récupérer cette information et toutes les données liées et on va les réinjecter dans les outils dédiés. On va pouvoir aussi, par exemple, interopérer une application avec une autre. Donc c'est un peu la gare de triage finalement de ces applications. On va pouvoir, et chose très importante aussi, partager les données en open data automatiquement. Tout à l'heure, on l'a dit plusieurs fois, automatiser la donnée, c'est finalement pouvoir interopérer les données entre ces différents systèmes. La difficulté de ça, c'est quand on a beaucoup de systèmes, faire entrer un rond dans un carré, à quel moment on la fait rentrer, quelle est l'action qui va faire matcher une donnée dans un autre système, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les données, elles ne sont pas tout à fait au même format, elles n'ont pas tout à fait des mêmes standards. Et donc, peut-être la solution aussi à voir à l'opposé, et je veux bien la slide d'après, c'est finalement réduire le nombre d'applications. Et c'est ce qu'on est en train de faire, finalement, aussi. Alors, ça a été fait aujourd'hui parce qu'il y avait des applications qui étaient un petit peu vétustes et où, en fin de vie, il fallait... D'ailleurs, elles ont très longuement vécu, puisqu'il y en a certaines, elles avaient plus de 10 ans. Donc, il fallait les migrer vers d'autres systèmes un peu plus récents. Mais il fallait aussi, du coup, faire encore ce travail. Et on est en phase de finalement migration, d'évolution de certains systèmes. Et l'interopérabilité versus l'évolution d'un système vers un autre, c'est toujours une question qui se pose. Et même en simplifiant au maximum, comme j'ai pu aussi le vulgariser là en disant, imaginons, on simplifie tout dans une seule et même appli, il reste quand même à la fin, au bout,
une nécessité de sortir de la donnée, rien que déjà de vouloir les mettre en open data, celle de vouloir faire des reporting. Donc, de fait, l'interopérabilité des données reste nécessaire. Tout à l'heure, Marie disait croiser des données avec les données de santé. Eh ben, il est nécessaire aujourd'hui d'ailleurs, plus personne n'imagine que ça soit inexistant. Il est nécessaire de mettre des applications, des API, pour pouvoir extraire et requêter l'information correctement. Voilà. Alors, du coup, en ce moment, à l'ADEME, ce qui est intéressant, c'est qu'on crée une fabrique de la donnée. C'est un nom qui permet un petit peu de résumer à la fois ce que je suis en train de dire et en train de faire à la fois de la transformation, mais surtout de l'accompagnement dans la production de la donnée. Donc, comment on peut consolider les données, comment on peut éviter de ressaisir la donnée, puisque du coup, aujourd'hui, on a beaucoup de feuilles encore Excel. Tout à l'heure, on disait que c'était assez complexe de pouvoir répondre. Il y a entre 10 et 15 annexes Word, Excel à remplir lorsqu'on veut répondre à un appel d'offres. Donc, du coup, ou à un appel à projet, pardon. Ce qui est compliqué, c'est de devoir informatiser tout ça. On peut essayer de réduire, on peut essayer de faciliter le partage des données. Si on pouvait déjà en réduire, ça serait grandement appréciable. Et une fois qu'on a fait ce travail-là et que tous les canaux sont bien branchés, on peut facilement automatiser certaines restitutions, comment valoriser l'information. L'open data, c'est très intéressant parce qu'on a un florilège et on a l'ensemble des données. Mais des fois, dans toutes ces données open data, il est difficile de pouvoir la représenter. Donc, on a mis en place aussi certains outils, et je vais vous montrer juste après. Pour ça, il faut développer une certaine aussi culture de la donnée et répondre à certaines conditions un petit peu transverses, comme la protection des données personnelles. On a eu dernièrement à l'ADEME le label numérique responsable, comment sécuriser l'information. Et donc là, c'est deux exemples, par exemple, de petites réalisations rapides que j'ai pu faire une fois qu'on a pu bien brancher les données. C'est-à-dire qu'il y avait une carte de l'ensemble des projets d'investissement d'avenir sur l'ADEME, donc adem.fr. Donc ça avait été fait par un de mes prédécesseurs. Il avait fait une requête, il avait exporté, il avait intégré dans un outil de type UMAP, un outil cartographique. À ce moment-là, j'aurais pu faire la même chose, où j'aurais pu dire, effectivement, je vais me brancher sur le système pour que ça soit automatique. Et notre portail Open Data propose directement des représentations de visualisation cartographique. Et on en est à faire une petite carte simplement de ces projets-là avec les données aujourd'hui mises en Open Data. La difficulté encore reste au niveau métier de savoir comment bien cibler un projet. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être 4, 5, 6, 7 entreprises. Ça peut être plusieurs lieux de démonstration. Ça peut être plusieurs lieux de recherche et développement. Donc, comment on cible et on géolocalise un projet ? C'est encore des questions qui se posent en termes de design. Sur ce cas. Pardon, je veux bien rester sur la slide d'à côté. L'autre cas qui était finalement une interface faite avec l'application Metabase, de faire le bilan, pareil, du programme d'investissement d'avenir. Donc il avait été fait il y a 2-3 ans, il a été refait cet été. Pareil, encore une fois en one shot. Là, l'idée c'est de se brancher sur toutes nos applications et de pouvoir finalement ressortir les quelques chiffres que je vous ai dit en début de présentation. Donc on est à 2,5 milliards d'euros d'aide. Finalement, on peut voir aussi année après année quels ont été les montants. Donc, on peut voir plusieurs pics qui correspondent aux différents cycles du programme d'investissement d'avenir. Donc là, on est au PIA 4. Donc, il y a eu 3 pics historiques d'accompagnement. On peut voir aussi la répartition des tailles d'entreprise par thématique, par région. Enfin, voilà, après, ça laisse le champ bien plus large et pour démultiplier les usages. Et ça pourrait être prochainement, possiblement en ligne. Donc pour conclure, et pas trop près de prendre trop de votre temps non plus, j'ai résumé un peu la stratégie de la donnée comme étant finalement des bénéfices pour l'ADEME, qui sont finalement tout ce que je disais dans le terme d'industrialisation des processus, de vouloir aider à bien transformer les applications avant même de chercher à interopérer les données, dont l'interopérabilité va bénéficier aussi à l'écosystème de l'ADEME, puisque du coup on va pouvoir récupérer les données en open data plus facilement, en tout cas ça sera plus automatique, et ça ne sera pas un travail fastidieux pour les agents publics d'aller déverser la donnée. Le bénéfice pour l'ADEME aussi, c'est ce que je disais au niveau du pilotage, de pouvoir produire différentes interfaces et de valorisation de données pour suivre l'activité en interne, que ce soit
pour le programme d'investissement d'avenir, mais finalement pour tous les secteurs et les services de l'ADEME. Outils de pilotage aussi pour les régions. Et donc, c'est des nouveaux services qui sont proposés à la fois pour les agents, mais aussi pour l'écosystème proche. Et donc, on parlait tout à l'heure des startups d'État. Il peut y avoir comme ça les collectivités, les entreprises qui peuvent avoir aussi visibilité de ce qui se passe. Il est encore difficile de manière précise de savoir de manière locale où se situent finalement toutes ces sources de financement, que ce soit le programme d'investissement d'avenir, le plan de relance, les différents appels à projets, comme on le disait tout à l'heure dans Mission Transition, parce qu'ils sont étalés ou éclatés dans différentes organisations. Et donc, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'on peut créer derrière des référentiels communs, des standards sur les entreprises qui s'inscrivent, les projets et quels sont les impacts que ces projets peuvent avoir en termes de tonnes de CO2 évitées, en termes de montant aussi par secteur d'activité. Voilà, toutes ces informations qui finalement nourrissent et continuent à nourrir l'open data, le partage de données, pour le bénéfice finalement de tout le monde. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Jean-Baptiste, merci de nous avoir fait découvrir la fabrique de la donnée de l'ADEME. On va prendre quelques questions, si vous voulez en savoir plus. Allô, oui. Oui, Jean-Baptiste, je voulais savoir, est-ce que... j'ai plusieurs questions, mais la question, c'est... je ne sais pas par laquelle commencer, mais est-ce que ce travail-là de data lake, de stratégie par la donnée, il est compris, enfin, est-ce que la culture, tu parlais d'une culture de la donnée, est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel tu as pu avancer? Et est-ce que tu avances, par exemple, en donnant des exemples de cas d'usage? Est-ce que tu en aurais un à nous partager brièvement? C'est pour ça que j'ai présenté ces deux exemples, parce que du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû faire assez rapidement pour montrer l'intérêt. Il y en a d'autres, tout à l'heure, je parlais de SIDEREP. Donc, SIDEREP, c'est le système d'information des données responsabilité élargie aux producteurs. Donc, toutes les entreprises qui ont des tonnages de déchets, de recyclage, qui sont d'ailleurs une obligation légale pour elles, doivent déclarer tous les ans cette information sur l'outil SIDEREP. Et donc la fabrique de la donnée est toute récente. Elle a reçu un financement cet été de la DINUM. Elle est seulement du coup en phase de création avec du coup SIDEREP. Et finalement le pilotage pour les agents publics de savoir quelles sont les entreprises qui ont déclaré, qui se sont inscrites, qui sont en cours finalement de déclaration, et quelles sont les quantités reçues. C'est un des premiers gros cas d'usage qui va arriver là au début d'année avec cette fabrique. L'acculturation, elle passe aussi par la formation. C'est intéressant de mettre en place du coup tout un parcours presque de formation en interne. C'est ce qu'on est en train de faire aussi avec la fabrique de la donnée pour d'ailleurs faire comprendre déjà aussi le design, comment bien penser le service à la base, quel est l'intérêt de l'open data, comment bien interopérer ces données, quels sont les intérêts effectivement. Alors là on a mis en place quelques formations rapides, même d'ailleurs Etalab va nous accompagner là-dessus. Etalab, l'administration en charge de l'open data, et on va pas trop la présenter ici parce que tout le monde, enfin une bonne partie de la communauté entrepreneur d'intérêt général vient d'Etalab aussi. Mais du coup, tous ces acteurs-là sont aussi en soutien pour présenter ça et pour un peu démystifier finalement l'approche un peu magique de la donnée et de l'automatisme que ça va avoir. La difficulté, c'est tous les prérequis finalement pour arriver à ça. Et d'ailleurs, on voit que même avec toute la quantité de données qu'on peut avoir, il arrive que finalement, il y a des incompréhensions, l'information n'a pas eu une bonne circulation, où il faut la reconstituer, et parce que les systèmes passés n'avaient pas tout à fait le bon format, etc., etc. Et on se retrouve à devoir ressaisir de la donnée encore une fois. Donc, c'est pas évident de voir comment faire prendre conscience de l'intérêt de cette donnée dans le pilotage, mais aussi, comme je disais, dans l'évaluation et donc le jugement d'une bonne politique publique. Merci Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a une autre question ou la suite de la première question?
coup, j'ai une question pour comment est-ce que tu peux nous dire comment à l'ADEME, par exemple, tu arrives à générer du temps disponible pour les agents. C'est une problématique qu'on a aussi. Est-ce que les formations, c'est des choses où les gens ils y vont parce qu'ils sont contraints ou est-ce qu'ils sont curieux et indépendamment de ça, est-ce que tu penses qu'ils ont le temps pour s'acculturer à ces nouveaux outils par rapport à leurs impératifs opérationnels? Puisque là, on est sur quelque chose de long terme qui va transformer les processus, mais est-ce que tu trouves des moyens de les accrocher sur des... Alors là, ce qui est intéressant, c'est que finalement l'ADEME a un petit peu cette fibre en elle, comme je disais au démarrage. Elle a ce rôle d'animation territoriale, d'animation des acteurs, des partenaires pour la transition écologique. Donc, en son sein, elle a déjà beaucoup d'outils et de mécanismes de communication, de sensibilisation, de partage de l'information. Il y a par exemple à l'ADEME ce qu'ils appellent un café doc, et donc sur un portail interne où les mardis de la DETSI, donc et la DSI, qui sont des temps où toute l'ADEME est invitée à découvrir certains sujets. Ça va de l'évaluation de politique publique, ça va sur la taxonomie, tout à l'heure on en a parlé rapidement, qui est en train de se mettre en place au niveau européen. Et du coup, il y a eu par exemple là dernièrement un temps de présentation de cette fabrique de la donnée à toute l'ADEME. Donc il y a eu une vidéo qui a été prise, elle a été repartagée sur le réseau interne. Donc il y a des espaces collaboratifs qui permettent aussi à chacun de poser des questions, échanger, se questionner. Donc cette sensibilisation en interne à l'ADEME, elle est très présente, surtout qu'il faut que ça circule aussi au niveau de toutes les directions régionales, qui elles aussi font de l'innovation. Et donc finalement, c'est parce que dans l'ADEME, il y a cette culture aussi que l'information, la culture se partage. Moi, dernièrement, hier, j'étais formé sur l'évaluation des politiques publiques et une matinée pour mieux comprendre comment outiller l'évaluation de politiques publiques. Et ces accompagnements, ces formations sont nécessaires et primordiales pour accompagner finalement la bonne mise en marche finalement de leurs obligations et de leurs devoirs.